Bonjour à tous. Nous rentrons donc dans le vif de ce cours en abordant à partir d'aujourd'hui l'examen de la première grande crise de l'égalité telle qu'elle apparaît dans les années 1830 avec le développement du nouveau régime industriel, autrement dit avec le développement du capitalisme, avec l'ensemble des inégalités qui le comportaient. Je vais explorer dans cette grande crise de l'égalité trois figures qui ont tenté de constituer des réponses à cette crise de l'égalité. Ces trois figures sont celles du communisme utopique, sont celles qui sont fondées d'autre part sur l'idée d'une égalité réduite à l'identité, une identité soit fondée sur des formes de racisme instituant, ce sera le cas aux États-Unis, soit sous des formes de nationalisme et de protectionnisme, comme ce sera le cas en Europe. Mais également des formes de réponse à la crise de l'inégalité par une réduction et une rétraction de la notion même d'égalité. Je commence par traiter la question de l'égalité-communauté telle qu'elle va être représentée par l'idée communiste. Dans la France des années 1830, il y a un sentiment général qui est un sentiment d'être dans une société qui est désorganisée, une société qui est démembrée. Comme le dira le socialiste Pierre Leroux, nous avons le sentiment aujourd'hui que la société n'est plus qu'un amas d'égoïsme, ce n'est même plus un corps, ce sont les membres séparés d'un cadavre. Et des formules lapidaires de ce type se retrouveront sous de multiples plumes pendant cette période. Et il y a un terme qui va pour la première fois commencer par essayer de traduire cette nouvelle situation de la société, c'est celui d'individualisme. Même si le terme d'individualisme, en fait, a été utilisé, semble-t-il, pour la première fois dans un texte manuscrit de Joseph de Maistre, c'est sous la plume des Saint-Simoniens que l'on trouve utilisé pour la première fois, de façon publique, pourrais-je dire, en 1825. Mais le terme d'individualisme n'a pas la connotation presque objective et sociologique qu'il a aujourd'hui. Un homme important de l'époque, un philanthrope qui s'appelait Félix de La Farelle, dit à ce propos la chose suivante. La situation de la société contemporaine est celle que la langue a cru digne d'un mot sauvage, celui d'individualisme. Donc le mot individualisme était rapporté à ce qui était considéré comme une situation de décomposition sociale. Et ce terme d'individualisme, en fait, il s'est lié très clairement à deux notions, celle d'égoïsme en morale et de concurrence en économie. Et très rapidement, c'est ce terme de concurrence qui va devenir en quelque sorte le mot-clé pour qualifier le régime moderne tel qu'il était directement et sensiblement subi dans le monde du travail, notamment dans les milieux républicains, socialistes de l'époque ou dans les milieux ouvriers qui commençaient tout juste à s'organiser dans ces années 1830-1832. En fait, c'est dès les années 1820 que les Saint-Simoniens avaient été les premiers à sonner le tocsin contre les méfaits de la concurrence. Pour eux, la concurrence était la matrice de tous les antagonismes sociaux et de toutes les formes d'inégalité. Et dans leurs publications théoriques, comme dans les petites feuilles populaires qu'ils distribuaient sur la colline de Ménilmontant le samedi, la concurrence est toujours décrite comme le mécanisme générateur de toutes les souffrances sociales. En Angleterre, on voyait de la même façon le grand réformateur de l'époque qui était Robert Owen qui était un industriel qui dirigeait une grande entreprise considérée comme modèle à l'anarque. Cet entrepreneur disait dans un chapitre clé d'un de ses premiers textes, On Competition, la concurrence conduit nécessairement à la guerre civile larvée entre les individus. Elle est productrice de tous les maux à tous les points de vue. En France, Fourier, qui admirait beaucoup Owen, tenait un langage équivalent. Les mots qui étaient les plus fréquemment associés sous sa plume à celui de concurrence étaient ceux d'anarchie, de gaspillage, d'écrasement et de guerre. Et cette dénonciation de la concurrence a ainsi été le point de ralliement de tous les socialismes de l'époque. Et s'ils se sont distribués en une multitude d'écoles rivales,
leurs divergences se sont effacées derrière cette commune condamnation. Et en France, c'est probablement Louis Blanc qui a donné dans son Organisation du travail, une brochure de 1839, les formulations qui resteront gravées dans toute la mémoire populaire notamment. Car ce petit texte, avec le livre du peuple de Lamennais, sera certainement la brochure qui a servi de bréviaire à toute une génération et qui a connu des dizaines et des dizaines de rééditions. La concurrence, écrivait Louis Blanc, est pour le peuple un système d'extermination. Elle n'est qu'un procédé industriel au moyen duquel les prolétaires sont forcés de s'exterminer les uns les autres. Avec la concurrence, martelait-il, pas de liberté, puisqu'elle arrête les plus faibles dans le développement de leurs facultés et les livre en proie aux plus forts. Avec la concurrence, pas d'égalité, puisqu'elle n'est que l'inégalité même mise en mouvement. Avec la concurrence, pas de fraternité, puisqu'elle est un combat. Et donc, Louis Blanc a érigé, dans ce texte-là et dans beaucoup d'autres, la concurrence en ennemi absolu du genre humain. Elle était un abominable système, une tyrannie mystérieuse, un principe générateur de toutes les souffrances du peuple, qui ne pouvait conduire, je le cite, qu'à l'embrasement nécessaire du monde. Que faire pour conjurer l'inégalité associée à cette notion de concurrence? Il y a un mot qui, à l'époque, a servi de ralliement à tous les esprits, c'est celui d'association. Fourriéristes, saint-simoniens ou ouvriers encore relativement inorganisés s'étaient retrouvés sous ce même étendard, même s'ils concevaient cette association sous des modes différents. Le mot, par exemple, a souvent été teinté de nostalgie corporatiste, enraciné dans une vision parfois enchantée de l'ancien monde des compagnonnages et de leur esprit de fraternité. Bien des gens de métier, pour reprendre l'expression célèbre de l'historien américain Sewell, unissent ainsi en conséquence leurs efforts pour mettre sur pied, dès le début des années 1830, en Angleterre comme en France, les premières coopératives ouvrières de production, ou bien aussi des embryons d'organisations collectives pour essayer, par exemple, d'imposer ce qu'on appelait des tarifs professionnels. Mais Louis Blanc allait plus loin de son côté. Avec son projet d'organisation du travail, il dessinait la perspective d'une modalité alternative de régulation économique, assurée par un État protecteur, interventionniste, qui serait le garant actif, en même temps qu'autoritaire, du fonctionnement harmonieux des divers ateliers sociaux qui auraient été publiquement fondés. Ce réformisme jacobin, amendé et précisé, sera promis, on le sait en France, un bel avenir. Mais avant même qu'il ne subisse un revers de taille avec l'échec de l'expérience des ateliers nationaux du printemps 1848, il était pris entre deux feux dans les années 1840. Ce jacobinisme apparaissait à la fois trop étatiste pour une culture ouvrière qui était marquée par un idéal d'autonomie et d'auto-organisation. Il était en même temps insuffisamment radical aux yeux de ceux qui commençaient à se faire les apôtres pendant cette période d'un idéal communiste. Et la perspective que dessinait Louis Blanc d'une égalité absolue en matière de salaire, ce qui était un point fondamental de sa doctrine, suscitait ainsi une double réserve. Pour les ouvriers qui étaient rassemblés, par exemple, autour du journal L'Atelier, le premier journal qui se targuait d'avoir été fondé et rédigé par des ouvriers, cette proposition de Louis Blanc n'était pas réaliste. Il pensait inévitable qu'existent des stimulants pour le travail. Ils avouaient redouter, je les cite, une disposition qui engendrerait une exploitation de l'homme actif par l'homme inactif. Il y a eu un exemple en France d'égalité radicale des salaires, c'est celui qui était adopté au printemps 1848 dans les associations ouvrières qui ont été soutenues par Louis Blanc, et notamment dans la fameuse coopérative des tailleurs installés à Clichy. Et ces expériences n'ont duré que quelques mois. Et de l'autre côté, cette idée d'une égalité absolue des salaires ne satisfaisait pas
ceux qui commençaient à mettre en avant la formule de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et Marx, dans un de ses premiers textes, avait ainsi vivement critiqué l'idée d'une égalité des salaires. Cette revendication, avait-il souligné, ne fait en fait que transposer dans l'ordre économique la vision abstraite des rapports sociaux qui fondent la problématique traditionnelle des droits de l'homme. Et Marx ne cessera d'insister sur ce point jusqu'à sa fameuse critique du programme de Gotha en 1875. Dans ce dernier texte, l'auteur du Capital montrera longuement que le droit, qui n'existe comme droit égal par définition, est toujours, dans son principe même, le droit bourgeois. C'est la société marchande, régie par le système de la valeur d'échange, dit Marx, qui est en réalité le vrai système de la liberté et de l'égalité, puisque l'échange s'y fait toujours valeur contre valeur. Dans ce contexte, dit Marx, le droit égal ne peut être qu'un droit inégal pour un travail inégal. Marx avertissait donc les socialistes allemands, c'est le but de cette brochure consacrée au programme de Gotha, qu'ils faisaient intellectuellement fausse route et que leur revendication d'un partage équitable du produit, loin de dépasser le droit bourgeois, s'y inscrivait totalement. Pour Marx, il fallait donc dépasser cet horizon borné de façon à réaliser le seul principe réellement novateur à ses yeux, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et les premiers promoteurs de l'idéal d'une communauté des égaux considéreront eux aussi que l'émancipation du travail ne pouvait pas se réduire à de simples modalités estimées plus justes de la rémunération du travail. Il fallait à leurs yeux voir beaucoup plus loin pour penser l'abolition du monde de la concurrence. Et ça va être la perspective du socialisme utopique. Le projet de former des cités idéales va justement être formulé dans ce contexte critique. Face à un monde accusé d'être fondé sur la division et l'égoïsme, Owen, Saint-Simon, Fourier ou Cabet, ainsi que les héritiers de Babeuf, appelaient tous de leur vœu la formation d'un ordre nouveau. Les mots d'association et d'organisation étaient mobilisés chez eux pour donner chair à l'idée d'un monde dans lequel la concurrence aurait été définitivement bannie. Et leur système présentait certes de fortes différences. Alors que l'unité était conçue chez Fourier sous les espèces d'une différence harmonique, selon ses propres termes, qui tirait parti de la pluralité des passions, c'était sur le mode d'une organisation plus rationnelle, d'une organisation scientifique, qu'Owen ou Saint-Simon la comprenaient essentiellement. Et la plongée dans ces œuvres proliférantes peut aujourd'hui dérouter, truffées de bizarreries qu'elles sont souvent. Mais les contemporains avaient bien compris qu'on ne pouvait se contenter d'en rester à une réaction de ce type. La puissance d'attraction de ces utopies n'a d'ailleurs guère pâti des sarcasmes condescendants des puissants de l'époque. Elles pouvaient en effet d'abord se targuer, ce qui était très important, de leurs prétentions scientifiques. Owen était un grand industriel qui était reconnu et respecté. Et les polytechniciens, les principaux militants d'un ordre rationnel, avaient rejoint en grand nombre les rangs fouriéristes et saint-simoniens, notamment dans leur grand corps. Il y a eu un moment, dans les années 1830, où la moitié des ingénieurs des mines et des ingénieurs des ponts étaient saint-simoniens. Et donc, ces utopies étaient en quelque sorte consolidées par leur vision scientifique. Et d'un autre côté, elles s'accordaient aussi avec les souffrances sociales immédiates, en même temps qu'elles faisaient confusément écho aux valeurs clés du message chrétien. Tout cela avait constitué un terrain favorable à leur éclosion et à leur diffusion. Il faut par exemple rappeler que lorsque les premiers disciples de Cabet partent en 1849 fonder Ikari au Texas, il y avait plus de 100 000 personnes enthousiastes qui étaient rassemblées sur les quais du port du Havre pour les saluer. Il faut rappeler aussi que lorsque dans les années 1830-1831,
les Saint-Simoniens entreprennent ce qu'ils ont appelé leur programme de mission en province, y compris dans des villes moyennes, il y avait des audiences de plusieurs milliers de personnes qui se précipitaient pour aller les écouter. Il ne s'agit donc pas simplement de penseurs en chambre, mais également d'idées qui ont reçu un accueil ou au moins qui ont fait l'objet d'une curiosité sociale positive, pourrait-on dire à l'époque. L'organisation rationnelle était la marque de fabrique de ces cités idéales qui étaient projetées. Et Robert Owen, le premier, en proposa une formule. Il l'avait méditée alors qu'il dirigeait à New Lanark, une entreprise qui était considérée en Europe et aux États-Unis également comme un établissement modèle. Entreprise dans laquelle il s'était déjà livré à des expériences innovatrices en matière d'organisation du travail et plus encore en matière d'éducation populaire. Owen avait aussi œuvré pour faire adopter en 1819 la première loi limitant en Angleterre le travail des femmes et des enfants. Il pouvait alors apparaître comme une des grandes figures de la philanthropie du pays, reconnue comme telle par l'establishment anglais, mais également saluée par Engels à ce même titre, voire les passages sur Owen que lui consacre Engels dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre, très élogieux, de 1845, et également les passages très élogieux que lui consacre Engels dans L'Anti-Düring. Mais l'industriel n'en resta pas à ses visions premières. Il élabora, à partir de 1820, le projet de construire des villages industriels qui assurent l'harmonie et l'abondance. Ces villages étaient conçus pour 1200 personnes, installés sur 750 hectares, et ils étaient fondés sur la collectivisation radicale de toutes les fonctions de la vie quotidienne, la préparation des repas, le blanchissage, etc. Et la vie était organisée dans toutes ses dimensions, pour les loisirs, l'éducation, la santé, et la production industrielle et agricole était, de son côté, planifiée et réglée avec soin. Et dans ce monde communautaire, tout le monde aurait pu, aux yeux de Owen, voir ses besoins satisfaits, et la solidarité se trouverait, dans ce cas-là, naturellement encastrée dans les structures mêmes de la vie commune. Dans ce modèle d'Owen, vous voyez la formule qui a été ensuite reprise quelques dizaines d'années plus tard, sous des modalités moins radicales, par le familistère de Guise de Godin. Il s'en est directement inspiré. Et Owen, en 1825, 5 ans plus tard, financera en Amérique un projet appelé New Harmony pour tenter de mettre en pratique ses vues. Comme d'autres à l'époque, Owen avait été séduit par le bien-être qui régnait dans les communautés de Shakers. Et c'est avec une image de cette nature en tête qu'il avait mûri ses plans. Dans le socialisme utopique, c'était de la sorte mêler l'enthousiasme pour l'idée de communauté rationnellement organisée et, c'est fondamental, l'assurance de sa faisabilité. Et ce qui garantissait l'assurance de cette faisabilité, c'était à l'époque la multiplication des colonies américaines qui étaient fondées sur la communauté des biens. Un des premiers textes d'Engels est consacré à décrire les colonies communistes surgies ces derniers temps. De la même façon, Engels a écrit un long texte sur les Shakers dans lequel il voyait la preuve que le communisme pourrait être en quelque sorte un modèle praticable dorénavant à large échelle. Il les consacrera comme des expériences qu'il qualifiera de réussies. Il y verra la preuve qu'il était possible de vivre dans un monde harmonieux qui aurait totalement éliminé la concurrence. Plus, disait-il, il serait infiniment plus facile d'administrer une société communiste qu'une société de concurrence. Dans ce monde rationnel, disait en effet Engels, tout se simplifierait. Plus de gaspillage, plus de spéculation,
et plus de rivalité paralysante. Et c'est le mot de communisme qui va servir à préciser et à radicaliser cette idée d'un monde communautaire débarrassé de la concurrence. C'est Cabet qui va populariser le terme communisme. Ce terme est utilisé dès la première édition de son Voyage en Icarie, édition parue sans nom d'auteur d'ailleurs, en 1839. Mais il le met surtout en avant en publiant successivement en 1840 deux brochures qui ont les titres suivants: Credo communiste pour la première et Pourquoi je suis communiste pour la seconde. Le terme de communiste avait déjà, il est vrai, été employé précédemment. C'était un terme vieilli de la langue économique et juridique du XVIIIe siècle. Dans son traité Les économiques, qui est un ouvrage qui fait le pendant de l'ensemble des travaux qu'il a consacrés à l'économie rurale, Mirabeau avait ainsi qualifié de communistes les membres des communautés de main morte. Les communautés de main morte qui étaient des communautés donc gérant des biens indivis. Et dans ces années 1840, ce terme de communiste va commencer à servir d'étendard à ceux qui mettent au cœur de leur vision d'un monde idéal le principe de la communauté des biens. Et ce principe de la communauté des biens va être ce qui distingue ces premiers communautariens, comme ils se sont parfois appelés, ou communistes, de ceux qui ne pensaient qu'en termes d'organisation rationnelle. Ceux qui pensaient en termes d'organisation rationnelle, c'était le cas chez les saint-simoniens, n'écartaient pas du tout une vision hiérarchique ou méritocratique du monde. Le propre des saint-simoniens, c'est au contraire, justement, de lier l'idée d'un rationalisme de l'organisation sociale à une vision qui est à la fois hiérarchique et méritocratique, le but des saint-simoniens étant d'organiser le monde de telle sorte que les capacités soient détectées, de telle sorte que chaque capacité soit à la bonne place dans la division du travail. Pour les communistes communautariens, c'est l'année 1840 qui marque effectivement un tournant intellectuel. Outre les deux brochures de Cabet que je viens de mentionner, on a réédité ce qui est fondamental dans une édition donnée par Villgardel, le Code de la nature de Morelly. Ce Code de la nature de Morelly, un texte de 1755, a été considéré dès cette époque comme le grand précurseur des idées communistes et le premier à avoir proposé un plan de société fondé sur la communauté totale des biens. En même temps, paraissent dans ces années-là tout un ensemble de brochures qui formeront la mouvance de ce qu'on appellera le néo-babouvisme, ainsi que l'ouvrage qui jouera un rôle décisif de Théodore Dezamy, qui sera rattaché à cette mouvance néo-babouviste, le Code de la communauté. Il faut rappeler d'ailleurs que toute cette génération a été en quelque sorte initiée au début des idées socialistes en lisant des ouvrages qui avaient été publiés sur la mémoire de Babeuf. Et c'est le fameux livre de Buonarroti, paru en 1828, sur la conspiration des égaux, qui va relier en quelque sorte la culture politique de la Révolution française à cette nouvelle culture communiste, et qui en fera de Babeuf le pilier, en quelque sorte, de ce lien. Il faut souligner que ces écrits vont jouer un rôle fondamental dans la maturation des idées de Marx. Dans La Sainte Famille, Marx rend longuement hommage à deux amis. Il rend hommage à Gay, il rend hommage à Léo Thiers, tout un ensemble de ces auteurs qui ont publié à l'époque des livres qui ont circulé de façon très active dans le mouvement ouvrier. Nous avons la chance d'avoir eu récemment une réédition en 3 très gros volumes de ces écrits néo-babouvistes des années 1840 qui ont été réédités dans la série des révolutions du XIXe siècle, la 3e série publiée par les éditions Edis. Je signale aussi, pour ceux qui s'intéressent à cette période, l'ouvrage d'Alain Maillard, La communauté des égaux,
le communisme néo-babouviste dans la France des années 1840. Pour l'histoire savante du terme communiste, je renvoie à Jacques Grandjean, qui a fait un ouvrage en 2 volumes sur l'origine et le développement international de la terminologie communautaire pré-marxiste des utopistes aux néo-babouvistes, qui est publié à la Karl Marx House de Trèves. Il y a 2 mots clés inlassablement répétés qui sont utilisés pour qualifier le nouvel ordre des choses auquel aspiraient ces pionniers de l'idée communiste communautaire, ceux d'unité et de fraternité. Je cite Cabet. « Mon principe, c'est la fraternité. Ma théorie, c'est la fraternité. Mon système, c'est la fraternité. Ma science, c'est la fraternité. » Cabet, en même temps, disait qu'il entendait radicaliser l'idée jacobine d'unité et d'invisibilité. Et dans son code de la communauté, 2 amis proposaient des définitions de ces termes auxquelles auraient pu souscrire tous les communistes communautariens de l'époque. La fraternité, écrivait-il, est ce sentiment sublime qui porte les hommes à vivre comme les membres d'une même famille, à confondre dans un intérêt unique tous leurs différents désirs, toute leur puissance individuelle. Quant à l'unité, écrivait-il, c'est l'identification indissoluble de tous les intérêts et de toutes les volontés. C'est dans ces termes qu'il résumait l'idéal communautaire. Appréhendée dans cette perspective, l'égalité n'était pas seulement conçue sur le mode d'une répartition des biens ou comme un principe de justice entre individus. Elle était surtout comprise comme une qualité structurelle de l'ordre social. Et pour qualifier l'égalité, 2 amis employaient les termes d'harmonie et d'équilibre parfait. L'égalité était donc une forme d'inclusion des individus dans un monde qui était un monde un. Elle n'avait rien d'arithmétique. C'était donc d'une égalité de corps qu'il s'agissait. D'où la référence récurrente chez tous ces auteurs à la structure familiale comme allégorie pertinente de l'idéal communautaire. Dans une communauté comme dans une famille, l'abolition des inégalités de biens et de conditions est en effet la simple conséquence d'un lien considéré comme organique. L'égalité, elle dérive alors du fait que chacun est inscrit dans un ordre protecteur plus large. Il n'y a pas de concurrence possible dans ce monde, car il n'y a pas d'individu autonome à proprement parler dans ce cadre. L'individu n'existe pas là comme intérêt séparé ou comme volonté particulière. Il ne se manifeste que comme la composante d'un tout. C'était donc à partir d'une simplification de l'organisation du genre humain que l'on escomptait, en fin de compte, abolir le règne de la concurrence. Unité voulait dire suppression des antagonismes, non-pertinence des différenciations, indistinction. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, c'est quelque chose de fondamental. Ça n'était pas un principe qui fondait des droits individuels. Les attributions possiblement différenciées de certains biens que cette formule impliquait, puisque cette formule implique justement que si chacun contribue à la collectivité en fonction de ses capacités, il peut recevoir de la capacité en fonction de ses besoins. Mais les attributions possiblement différenciées de ces biens ne sont pas alors envisagées comme procédant d'un libre choix de consommateur ou de préférences personnelles. Elles étaient considérées comme socialement déterminées et objectivables. C'est parce que l'on présupposait l'existence d'une chose comme la communauté générale des enfants que chaque famille se voyait par exemple attribuer des ressources tenant compte de sa dimension. Un proche de 2 amis écrit ainsi dans le journal Le Communiste. « Nous voulons réunir toutes les familles en une seule grande famille, une famille réelle,
Les enfants de chacun seront les enfants de tous. Les vieillards de chacun seront les vieillards de tous. Dans la famille générale, la communauté, il ne doit donc point y avoir de petites familles particulières, sinon la famille générale est déchirée. Donc le principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, est un principe qui régit la communauté générale, la formule générale, et non pas individuelle. C'est parce que les palais de l'égalité, c'est une formule que deux amis employaient volontiers pour parler des communautés, c'est parce que les palais de l'égalité sont fondés sur une vie totalement communautaire que la pluralité des besoins, c'est très important, était comprise comme un fait purement social. Cette pluralité des besoins, elle dérivait de caractéristiques qui pouvaient être psychologiques, physiologiques ou sociologiques, mais d'une totalité. Les diverses capacités, de la même façon, étaient appréhendées comme faisant immédiatement système. Il s'agissait donc d'édifier un monde qui était radicalement désindividualisé. Et Calbé parlait ainsi avec enthousiasme des ateliers d'Icari qui ne formaient, je le cite, qu'une seule et vaste machine dont chaque rouage remplit régulièrement sa fonction. L'idée associée de fraternité avait également un sens qui était directement sociologique. Fraternité voulait dire que tous les habitants d'une communauté devaient se considérer comme appartenant à une même famille, soudés donc par des liens naturels qui n'étaient pas de l'ordre d'un contrat. C'était une approche très différente de celle qui avait prévalu pendant la période révolutionnaire pour formuler la notion de fraternité. La référence à la fraternité pendant la Révolution avait été mobilisée parce que la réforme des institutions avait été perçue comme insuffisante pour faire advenir un monde nouveau. La fraternité avait été appréhendée comme une sorte d'affect compensatoire, une vertu correctrice des principes individualistes qui avaient alors été adoptés. Elle dessinait la perspective de ce que j'appellerais un contrat sentimental qui permettait d'enraciner le contrat social. La fraternité soulignait la nécessité de lier la politique et la vertu, d'équilibrer la tendance de la culture révolutionnaire à absolutiser et à abstractiser l'intérêt général par une civilité pratique d'attention immédiate à autrui et de bienveillance. On dirait dans le langage d'aujourd'hui que la fraternité invitait à doubler les institutions de l'État-providence d'une pratique du care. Si on veut avoir une idée du mot fraternité pendant la Révolution française, c'est cette formule que l'on peut retenir. Elle était donc de l'ordre d'une obligation morale qui était destinée à élargir les effets des obligations juridiques. Ceux que l'on a parfois appelés les socialistes fraternitaires dans les années 1830 et 1840. Ils envisageaient toujours la fraternité dans ces termes. C'est le cas de Pierre Leroux. Son œuvre, qui prétendait mettre la fraternité au centre, a parfaitement illustré cette façon fidèle à l'héritage révolutionnaire de chercher à établir sur le mode de la fraternité un pont entre la liberté et l'égalité. Pour Pierre Leroux, le sentiment de fraternité était, je le cite, ce qui permettait de combler l'immense abîme que les institutions politiques, aussi bien que les religions, ont laissé jusqu'ici entre l'amour de lui-même, de l'homme de lui-même, c'est-à-dire l'égoïsme, et l'amour de l'humanité en général, ou la charité. Leroux voyait ainsi dans la fraternité le principe actif d'une nouvelle religion laïque qui était nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique. J'insiste sur cette idée d'une nouvelle religion laïque parce que cette façon de penser, ce qui relie les hommes au-delà des formes de l'échange, ce qui était le but de la notion de fraternité, et au-delà des formes du contrat politique, sera essentiel pour toute une partie du monde républicain qui, d'Edgar Quinet à Ferdinand Buisson,
s'attachera à faire vivre une spiritualité laïque. Et là, le credo de la spiritualité laïque, ce sera bien sûr la fraternité. Mais il n'y a rien de tel chez les partisans de la communauté des biens. La suppression de la propriété privée suffit en effet, dans leur modèle, à faire se superposer les mœurs et les institutions. Il n'y a pas besoin d'un pont entre les mœurs et les institutions. L'homme est chez eux immédiatement et uniquement social. Et l'égalité radicale n'a donc point besoin de la béquille des sentiments pour accorder les individus. Cette égalité radicale, elle repose en effet sur un présupposé d'homogénéité. Qu'elle soit comprise sur le mode d'une relation ou d'une redistribution, l'égalité ne peut s'envisager que sous la forme d'un projet, d'un travail permanent. Elle n'existe jamais au repos. Elle est toujours un combat. Elle se lie à des épreuves d'injustice et au constat de dénivelé ou de distance qui sont jugés illégitimes. Elle s'enracine dans le fait de l'hétérogénéité humaine, de la division sociale, des conflits et des prétentions à la supériorité. C'est ce qui fait la différence entre l'idée de communauté des égaux et celle de société des égaux. L'idée de société des égaux dessine un horizon. Elle est un objectif dont les formes restent continuellement soumises à la discussion publique, à l'interrogation, à la critique. Alors que la communauté communiste, telle qu'elle était imaginée dans les années 1840, présupposait à l'inverse un monde ayant éradiqué en son principe tout ce qui peut nourrir la discorde, tout ce qui peut nourrir la domination ou l'exploitation. Il s'agissait donc de faire advenir un monde qui était fondé sur l'unanimité dans l'ordre politique, l'abondance dans l'ordre économique et la suppression de l'envie et de l'égoïsme dans l'ordre des relations individuelles, c'est-à-dire un monde reposant sur la triple extinction du politique, de l'économique et du psychologique. Visée d'une extinction du politique d'abord. Le projet d'une société des égaux est inséparable d'une intense vie démocratique. Il implique une délibération dont les conclusions ne peuvent être que provisoires sur des principes de justice ou d'égalité. Ces principes sont le produit de contrats, de compromis ou d'armistices entre des individus ou des groupes dont les oppositions d'intérêts ou les désaccords d'opinion sont reconnus comme tels. Dans la perspective d'un Cabet ou d'un Deux Amis, il n'y a pas de place pour le conflit ou la délibération. Le monde qu'ils aspirent à créer est radicalement non politique, à l'image d'ailleurs des utopies sociales du siècle précédent. Si les utopies du XVIIIe siècle vont très loin, très souvent, en matière sociale ou en matière d'organisation du monde, elles ne sont jamais liées à une idée démocratique. Dans leurs grandes lignes, ces plans prolongent, par exemple, ces plans du XIXe siècle, prolongent tout à fait la vision d'un Morelli dans son Code de la nature, et c'est pour cela que ce livre a été vénéré et réédité dans les années 1840. Car si Morelli a été une sorte de précurseur des idées communistes et reconnu comme tel aussi par Marx, il n'était nullement question chez lui d'instaurer un gouvernement représentatif ou de mettre en mouvement le peuple comme une puissance instituante du social. En Grande-Bretagne, de son côté, un Robert Owen s'opposera, alors qu'il avait des idées si avancées dans l'ordre économique et social, il s'opposera avec virulence aux chartistes qui revendiquaient le suffrage universel. Il parlait de cette revendication du suffrage universel avec agacement et mépris, comme d'une simple marotte populaire. Dans son voyage en Icarie, Cabet estimait quant à lui que la nouvelle organisation sociale et politique qu'il appelait de ses vœux rendrait inutile le pluralisme de la presse, puisque les motifs d'inquiétude ou d'opposition auraient disparu. Du même coup, disait-il, en Icarie, il n'y aura plus besoin que d'un seul journal communal pour chaque commune, d'un seul journal provincial pour chaque province et d'un seul journal national pour la nation.
il proposait significativement de confier la rédaction de ces journaux à des fonctionnaires publics élus par le peuple ou ses représentants. Et il estimait, en outre, que ces journaux ne devaient être que des procès-verbaux et ne contiendraient que des récits et des faits, je le cite, sans aucune discussion de la part du journaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'une société radicalement non délibérative. Il s'agissait bien, dans ce cas, de substituer une administration des choses au gouvernement des hommes, selon le mot d'ordre saint-simonien que Marx reprendra à son compte. La première contrepartie de cette vision non politique résidait dans l'extrême précision avec laquelle les formes d'organisation et les modes de vie étaient décrits et prescrits dans cette littérature utopique. Chez Morelli, déjà, les existences étaient réglées avec une précision mécanique. Les obligations de travail, l'âge requis pour le mariage, les couleurs et les étoffes des vêtements accordés aux circonstances, les conditions d'allaitement des femmes, le calendrier des fêtes, l'architecture des bâtiments, la disposition des quartiers d'habitation, tout était prévu et codifié dans le moindre détail chez lui. Owen, Cabet ou deux amis seront chacun à leur façon aussi précis et aussi directifs. Puisqu'il n'y avait pas pour eux d'autogestion envisageable, il fallait donc que tout était pensé à l'avance, fixé dans le marbre d'une rationalité définitive. La seconde contrepartie de cette vision utopique dans l'ordre politique tenait bien sûr à son caractère directif. Dans un projet de décret économique, Babeuf a fait ainsi imaginer que ceux qu'il appelait les travaillants de la communauté nationale puissent être déplacés d'une communauté à l'autre par l'administration suprême en fonction des besoins, et il n'hésitait même pas à prévoir une peine d'esclavage perpétuel pour les fraudeurs. Ce dernier point est fondamental. Dans un monde non politique, il n'y a en effet aucune place pour les voix discordantes ou les comportements déviants. Il n'y a pas de position intermédiaire possible entre l'adhésion totale au système et l'exclusion. Il faut être obéissant au dedans ou bien renvoyé au dehors. Dans sa République de Dieu, un autre texte fondamental de la période, Péqueur, Constantin Péqueur, avait averti dans cet esprit que l'infraction systématique de la loi fondamentale mène à l'exclusion. Et il invitait au respect volontaire et méritoire de la loi de fraternité sous la sanction positive de l'excommunication ou de l'expulsion du sein de l'Union. Le propre d'une démocratie, à l'inverse, est de considérer que l'opposition fait partie de son fonctionnement et que nul ne peut jamais être expulsé hors de son sein. Dans la communauté antipolitique, l'égalité est ainsi le fait d'une dépendance et d'une soumission commune. C'est en tant que sujet de l'organisation rationnelle que les hommes et les femmes sont semblables et non en tant qu'individus autonomes se faisant face. Extinction de la politique, mais aussi extinction de la psychologie, extinction de l'envie. Les champions de l'ordre communautaire ne comptaient pas seulement sur les effets d'une bonne organisation pour amener chaque individu à se fondre dans la communauté. Ils pensaient aussi possible la formation d'un monde dans lequel l'envie, qui est le moteur du désir de distinction, aurait été éradiquée. Moteur du désir de distinction, c'est-à-dire principe aussi de développement des inégalités. L'égoïsme et l'envie sont en effet les attitudes qui font structurellement obstacle à l'égalité, puisqu'elles conduisent soit à la recherche d'une appropriation de ce que possède autrui, soit au fait de laisser avec indifférence autrui dans une situation défavorable. C'est en faire les ressorts d'un comportement de différenciation et de distanciation permanentes qui sont à l'œuvre à travers l'égoïsme et l'envie. Et les socialistes communautaires abordaient cette question d'abord dans une perspective anthropologique. Ils croyaient d'abord sur ce point, comme beaucoup de leurs contemporains, j'aurai l'occasion d'y revenir, aux vertus régénératrices de l'éducation. Cabet considérait ainsi que l'éducation et la culture, je le cite, sont toutes puissantes et presque des divinités créatrices. Il croyait ainsi qu'une nouvelle espèce humaine pourrait être formée
au même titre que les variétés inédites de plantes ou d'animaux pouvaient être créées. Dans ses lettres d'un communiste à un réformiste sur la communauté, Cabet écrit ainsi : « Est-ce que la culture ne crée pas de milliers d'espèces de roses, d'œillets, de tulipes, des milliers d'espèces de prunes, de pommes, de poires, de raisins ? Et pourquoi donc l'éducation ne produirait-elle pas les mêmes prodiges sur l'homme, enfant chéri de la nature et son plus bel ouvrage ?» On peut rappeler aussi que Owen, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été aussi un grand réformateur en matière éducatrice, avait donné pour sous-titre à son premier livre une nouvelle vue de la société, A New View of Society. Il avait mis comme sous-titre « Essai sur le principe de formation du caractère humain, préparatoire au développement d'un plan pour améliorer graduellement la situation de l'humanité ». Mais c'est aussi pour ces utopistes l'économie qui pouvait contribuer à changer l'homme d'une double manière, en supprimant la propriété privée d'abord, mais aussi en instaurant un régime d'abondance. La suppression de la propriété privée d'abord, elle est au cœur de la révolution de l'égalité, telle que la concevaient les Cabet ou les deux amis, puis bien sûr Marx. Et c'est Babeuf qui, le premier, a théorisé la chose. Sans propriété privée, disait Babeuf, il n'y a plus de possibilité d'accumuler de la richesse ou de la puissance. Si chacun reçoit les biens qui lui sont nécessaires de la collectivité, il devient donc, je le cite, indépendant des chances et des circonstances heureuses et malheureuses. Le rapport des individus au temps est donc radicalement modifié par la suppression de la propriété, car il n'y a plus ni peur d'avenir, ni espoir de s'enrichir. Il n'y a donc plus de projection de la personnalité dans le temps. Chacun peut donc vivre totalement dans le présent grâce à la suppression de la propriété. Et s'éteindra de la sorte la folie meurtrière de distinction qui repose, et je cite Babeuf là, qui repose toujours sur une forme de projection de soi. C'est une projection de soi dans les autres, une projection de soi dans le temps qui fonde cette volonté de différenciation. Cette suppression de la propriété ne se limitait donc évidemment pas, pour Babeuf, à celle des moyens de production. C'est l'idée même de possession personnelle, c'est-à-dire de lien des individus à des biens durables qu'il s'agissait d'éradiquer pour briser le ressort de l'envie. Ce que les utopistes voulaient conjurer de cette façon, c'est le travail indéfini de la société sur elle-même, le rapport toujours ouvert et problématique que les individus qui la composent entretiennent avec les représentations conflictuelles qu'ils se font de leurs relations. Il n'y a donc pas de place chez eux pour le déploiement de ce que Tocqueville appellera l'égalité imaginaire. Les membres de leur communauté ne rêvent pas, ne se comparent pas. Ils sont au fond indifférents les uns aux autres. Leurs relations sont totalement absorbées dans leur fonctionnalité. La perspective d'une société d'abondance est une autre façon d'envisager l'éradication de l'envie et de l'égoïsme. Dans la société capitaliste, disait Owen, chacun peut légitimement craindre d'être dupé par autrui et d'être privé de ses moyens d'existence s'il ne veille pas attentivement à la poursuite de son intérêt personnel. Ce ne serait plus le cas dans un monde communautaire, expliquait-il, car alors tous les besoins naturels de la nature humaine pourront y être satisfaits avec abondance et le principe de l'égoïsme cessera d'exister, faute d'un mobile suffisant pour le susciter. La recette de cette abondance, elle dérivait, chez cet industriel, des bienfaits attendus d'une organisation rationnelle et du progrès technique, mais plus encore de la reformulation des aspirations entraînées par la suppression de la propriété. Dans un tel cadre, la production se limiterait en effet à un petit nombre de biens de consommation de base, puisqu'il n'était plus possible de thésauriser, d'acquérir des biens de production ou des immeubles, d'où la situation d'abondance relativement à ces biens de base. Abondance, frugalité et productivité se liaient de la sorte chez lui. Dans un monde moderne et frugal, soulignait-il,
On pourrait donc entraîner chaque individu à produire bien plus qu'il ne peut consommer. Ce lien structurel entre abondance et réalisation du communisme sera aussi au cœur de la vision marxiste. Et cette vision du lien entre l'abondance et la réalisation du communisme, elle est donc également liée au troisième élément, l'extinction même de l'économie. Le communisme comme dépassement de la société capitaliste marchande implique la suppression de la médiation de l'intérêt dans les rapports sociaux. C'est seulement si l'on supprime la médiation de l'intérêt que l'on peut envisager que les rapports entre les hommes puissent se transformer en un pur commerce, un pur échange gratuit. Et le communisme implique en ce sens l'extinction de l'économie si l'économie est définie comme la science de la production et de la distribution des richesses dans un univers de rareté. Marx, c'est un point fondamental, assimile en effet explicitement le capitalisme à une forme d'économie tout court. Et l'ensemble de l'œuvre de Marx est incompréhensible en dehors de cette philosophie et de sa critique de l'économie bourgeoise. Le communisme ne se conçoit donc que dans une société d'abondance. C'est seulement dans une telle société, en effet, que l'économie est abolie, puisqu'il n'y a plus de rareté. Sinon, écrit Marx dans l'idéologie allemande, c'est la pénurie qui deviendrait générale, et avec le besoin, c'est aussi la lutte pour le nécessaire qui recommencerait, et je le cite, l'on retomberait fatalement dans la même gadoue. La société communiste réalise sur cette base une harmonie naturelle des hommes, et Marx fait de cette façon l'héritier direct de la philosophie matérialiste optimiste du XVIIIe siècle. Dès ses manuscrits de 1844, il définit ainsi le communisme, je le cite, comme un naturalisme achevé. Quand on étudie les doctrines matérialistes de la bonté originelle et des dons intellectuels égaux des hommes, de la toute-puissance de l'expérience et de l'habitude, de l'éducation, de l'influence des circonstances extérieures sur l'homme, de la grande importance de l'industrie, de la légitimité de la jouissance, il n'est pas besoin, dit Marx, d'une grande sagacité pour découvrir les liens qui le rapprochent nécessairement au communisme et au socialisme. Alors que Smith avait conçu l'économie comme réalisation de la philosophie du XVIIIe, Marx pense cette réalisation dans la suppression de l'économie, c'est-à-dire qu'il la pense en elle-même. Le communisme s'enracine ainsi dans la vision d'un pur lien social, écartant toute médiation économique et politique dans les rapports entre les hommes. Mais comment penser une société qui fasse sens sans recourir à aucune forme de médiation ? Marx percevait très bien cette difficulté. Il l'a traitée explicitement dans un chapitre fondamental des Grundrisse, les fondements de la critique de l'économie politique. Il faut naturellement une médiation, dit Marx au début de ce chapitre. Et il poursuit. Dans le cas de la société marchande, on part de la production autonome des individus particuliers, qui est déterminée et modifiée post festum par des rapports complexes. La médiation, dans ce cas, s'effectue par l'échange de marchandises. La valeur et l'argent, autant d'expressions d'un seul et même rapport. Dans le cas de la société communiste, poursuit Marx, c'est la présupposition elle-même qui sert de médiation. Autrement dit, la présupposition est une production collective, la communauté étant le fondement de la production. D'emblée, dans ce cas, souligne Marx, le travail de l'individu y est posé comme travail social. Ce texte est décisif. Il souligne en effet sans ambiguïté que c'est la présupposition de la société comme totalité, ordre rationnel, qui fonde dans ce cas la possibilité du lien social. La suppression de la médiation politique, économique et pourrait-on dire psychologique est ainsi rachetée par l'identification de tous les individus à un seul et même corps. Le communisme comme société du pur commerce entre les hommes redoublait donc l'utopie libérale, mais sur un mode adverse. L'homme était contraint à une universalité qui ne pouvait être réalisée que par une force extérieure à lui, d'autant moins saisissable qu'elle se présentait comme n'étant rien d'autre que lui-même.
L'individu était ainsi pour Marx immédiatement part de la communauté. L'individu n'était qu'un résumé de l'universalité. Cela nous invite à revenir sur la question de la concurrence. La vision d'une éradication de la concurrence, qui s'était ainsi déclinée dans cette vision communiste communautaire sur un mode juridique, la suppression de la propriété, sur un mode sociologique et économique, la substitution d'un ordre communautaire au conflit d'intérêts, autant qu'anthropologique et moral, par l'éradication de l'égoïsme et de l'envie, était donc fondamentale. Et l'esprit de cette critique était partagé de manière certes très diffuse, mais par une large partie de l'opinion ouvrière des années 1830 et 1840 en France et en Grande-Bretagne, même si l'objectif de conquête du suffrage universel s'était aussi parallèlement imposé comme une condition prioritaire de l'émancipation sociale, même si également le sectarisme ou les diverses obsessions des principales figures théorisant la perspective communautaire faisaient par ailleurs l'objet de multiples réticences. Mais la question du sens philosophique profond de cette dénonciation de la concurrence n'était en fait guère posée, et c'est la question fondamentale. L'emploi récurrent à propos de la concurrence du qualificatif d'illimité permettait opportunément de recouvrir d'une même opprobre son principe même et son débordement abusif, de ne pas distinguer la question d'un mode de régulation économique et celle plus large d'une forme sociale, d'en rester ainsi à l'expression d'une indignation très générale devant le malheur prolétaire. La perspective communiste avait ainsi pu être raillée ou susciter l'effroi, mais sans être sérieusement interrogée. Lorsqu'on voit la littérature anticommuniste de l'époque, je prends 2 livres classiques de La propriété d'Adolphe Thiers et les études sur les réformateurs contemporains de Louis Ribot, il n'y a aucune discussion philosophique qui est faite du principe communiste. Il y a simplement des diatribes, disons, des diatribes sociales ou des diatribes politiques. Il faut en fait attendre le déclin du chartisme en Grande-Bretagne et l'échec de 1848 en France pour qu'une véritable discussion s'ouvre à l'intérieur du monde socialiste sur ce point. Et elle a été conduite en France dans les colonnes de l'Atelier et dans les ouvrages de Proudhon. Dans un article substantiel de l'Atelier, Corbon, qui est l'auteur du livre culte « Le secret du peuple de Paris », a pris cette question en bras-le-corps. Lui aussi considérait la concurrence comme une puissante cause de désordre et de misère. Mais il s'interrogeait sur le fait de savoir si, au fond, elle ne reflétait pas aussi le fait de la diversité des intérêts, si elle n'était pas, à certains égards, une forme d'exercice de la liberté, si elle ne ressortissait pas au simple fait de l'hétérogénéité croissante du social et qu'elle était, dans cette mesure, indestructible. Elle a son côté, disait-il, nécessaire et son côté détestable. Et pour sortir de ce côté détestable, il proposait, avec d'autres, ce sera le cas de Proudhon, ce qu'on pourrait appeler une appropriation sociale de l'idée de marché. Et bien sûr, une régulation de cette idée. Ce sera le grand thème proudhonien. Le grand thème de Proudhon, à partir de son livre « Les contradictions économiques » et jusqu'à la fin de sa vie, sera trouver le moyen non pas d'abolir la concurrence. Proudhon disait « Autant voudrait demander si la personnalité, la liberté et la responsabilité individuelle peuvent être supprimées. » Mais il fallait transformer les conditions dans lesquelles ces éléments se manifestaient. Et c'était la grande idée proudhonienne, à la fois de s'orienter vers une police du marché, vers la détermination d'une forme de principe supérieur et efficace de régulation, mais en même temps d'appropriation sociale de cette idée fondée sur la diversité, l'hétérogénéité sociale. D'où ce qui sera chez lui l'idée d'une banque du peuple qui permettait aux ouvriers d'emprunter du capital au lieu de se voir contraints de vendre leur travail. Cette vision proudhonienne, elle a eu à l'époque un impact décisif dans le mouvement ouvrier français. Mais force est de constater en même temps que la philosophie sociale qu'elle a exprimée est restée longtemps dominée dans la culture critique du capitalisme en France. La démonisation de la concurrence et l'exaltation d'une égalité identité n'ont pour cela cessé d'imprégner souterrainement les esprits. Donc je m'arrête 2 minutes et dans la deuxième heure, nous parlerons donc de une autre forme de réponse à cette crise de l'égalité, l'idéologie libérale conservatrice.